Bonjour, je suis Patrick. Je suis 70. Je suis cheaté. Je suis Paladine. Et vous êtes sur Azeroth.fr. Je vous attendais. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 6e épisode d'Azeroth.fr. Nous sommes avec deux invités spéciaux ce mois-ci pour parler un petit peu de l'extension dans laquelle nous sommes tous, et Daniel le premier, et également de Movie Making, puisque nous sommes avec Neka et son comparse Antoine. Donc Neka, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu qui tu es ? Oui, donc Neka, donc moi je suis sur le serveur Illidan, donc je suis en général connu pour la réalisation de la trilogie Blo, la trilogie vidéo. Dont on a parlé en fait, je crois que c'était le mois dernier. Avec Aguilar et Dagorn, oui. Tout à fait, ouais. Et effectivement, il y a deux movie makers qui sont assez connus, je crois, sur la scène française, c'est Jack et toi. Il paraît. Je confirme, qui fait des vidéos assez intéressantes. Et donc toi tu es l'auteur de... Donc de la trilogie Blo. À la base c'était une vidéo de guilde sans prétention, enfin je voulais faire une vidéo PVE en fait, un petit peu comme Jack, quand j'ai commencé c'était BWL trilogie. D'accord. Donc moi c'était une vidéo sur Molten Core et le début de BWL, là où on en était arrivé, donc à Vaelstraz. Le projet a pris de l'ampleur et voilà. Ouais, je vais t'interrompre parce qu'on va en parler un petit peu plus un petit peu plus tard. Et donc tu es venu avec ton jeune camarade Antoine ou Garth, comme on le connaît dans le jeu. Oui, c'est moi. Et qu'est-ce que tu fais toi Antoine dans le... Je suis Hunter cheaté. Non, je suis musicien, compositeur et je suis dans la même guilde que Neka. Ouais. Et il a lancé un appel pour donner un peu plus de muscles à ses vidéos où il fallait plus de moyens pour faire les épisodes suivants après le succès des premiers et je me suis proposé pour faire les bruitages. D'accord. Donc j'ai appris un petit peu sur le tas aussi par rapport au movie making où j'avais aucune expérience. Et il se trouve que c'est assez extraordinaire de travailler avec ce gars-là, donc on continue et là on va bientôt sortir donc Prophétie. Le 3e épisode de la trilogie Blo. Voilà. C'est ça. Donc on a l'image d'un côté et le son de l'autre qui sont avec nous et accessoirement vous jouez à Burning Crusade, j'imagine. Vous avez acheté l'extension ? Non, j'ai pas acheté l'extension parce que je trouve que c'est trop cher. Donc je paye déjà un abonnement, c'est pas normal de me faire acheter l'extension. Non, donc, bien entendu, nous avons tous les deux acheté l'extension. Et donc une autre personne qui l'a acheté, c'est Dany. Qui va nous en parler un petit peu et on va tous en parler ensemble. Je vais d'abord demander à Dany quel est ton niveau et depuis combien de temps l'as-tu atteint ? Je crois que ça doit faire une bonne dizaine de jours que je suis passé niveau 70. Donc combien de temps il t'a fallu pour arriver niveau 70 ? En termes de slash play, je dirais 4 jours. 4 jours de jeu en combien de temps IRL ? Une bonne semaine. J'avais posé des congés quand même. D'accord, donc t'es quand même pour allé... ne pas sacrifier mon travail. Très vite. Ce qui est admirable, je veux dire, je suis pas du tout en train de critiquer. J'aimerais vous demander à tous les trois, avant qu'on se lance dans le programme habituel quand même, quelles sont vos impressions sur l'extension ? Quelles sont vos impressions sur Burning Crusade ? Neka, toi t'en penses quoi ? Moi j'ai reroll Paladin pour les besoins de ma guilde, donc j'ai pas été le seul donc à le faire. Tu as pu voir la zone de newbie des elfes de sang. Voilà, les zones 1 à 20. Donc je peux parler aussi de Burning Crusade parce que j'ai participé à la bêta. Tout comme Antoine, je trouve ça magnifique, les décors, les musiques, enfin tout est beaucoup mieux que dans les zones normales. Les zones 1 à 20 sont aussi superbes. Et Dany, qu'est-ce que tu en penses de l'extension ? Eh bah écoute, je me suis bien amusé. Là, il y a deux zones que j'ai pas encore totalement nettoyées, parce que évidemment, je suis assez consciencieux. Je fais chaque zone jusqu'au bout avant de passer la suivante. Et donc, il me reste à nettoyer Netherstorm et Shadowmoon Valley. Donc,
C'est les deux zones 70 que j'ai déjà relativement entamées et franchement c'est très joli, l'ambiance change vachement d'une zone à l'autre et en plus comme j'étais assez rapide pour monter au 70, je me suis pas trop fait ganker ou ouais, t'étais dans des zones où il y avait personne. Il y avait pas beaucoup de monde et quand t'es niveau 70 et que tu croises un 62, il y a une fois un Rogue 62 qui avait décidé de m'attaquer en plein combat, il a fui après. Ouais, bah écoute, moi je vais conclure ce petit passage en disant que je suis extrêmement satisfait de l'extension. J'avais, comme je me plais à le dire, j'avais des attentes qui étaient très très élevées et elles ont plutôt été atteintes, donc c'était pas évident et je trouve que l'extension est assez magnifique, assez sublime. J'ai surtout été en Outre-Terre, pas tellement dans les zones des nouvelles races, mais il y a vraiment un choix de design et un travail artistique qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont surpris, c'est-à-dire qu'ils auraient pu effectivement choisir un contexte un petit peu plus classique pour de l'heroic fantasy et là ils sont partis dans quelque chose de totalement différent avec des concepts artistiques véritablement originaux. Chaque zone est vraiment originale et l'efficacité de Blizzard là est en pleine action et moi je suis vraiment agréablement surpris alors que j'attendais beaucoup de cette extension, donc et je vais donc me lancer dans le programme de cet épisode. Évidemment, pour la partie info, on va énormément parler de Burning Crusade. On aura aussi une petite conversation avec NECA sur le movie making en général. Dans la partie éditoriale, on a là encore plein de choses pour les nuls et pour les pros, un petit peu centré sur l'extension sans doute, et l'histoire d'Illidan, qui est pour moi le héros maudit de l'histoire de Warcraft. C'est le personnage, je crois, que je préfère. Il a un destin absolument tragique. Et enfin, dans notre fourre-tout, on a notre supplique, notre courrier des auditeurs, etc. et une nouvelle rubrique que vous allez découvrir tout à l'heure. Alors on va commencer la partie news avec le lancement de Burning Crusade. Donc il y a une quinzaine de jours, évidemment, l'extension est sortie. Et je pense qu'une partie d'entre vous a peut-être déjà vu l'event, soit par les vidéos de Blizzard, soit par celles qu'on a fait nous et qu'on a mis sur le site. Dany, donc ceux qui ont vu la vidéo sauront que tu étais avec nous à l'event de lancement. Mais j'étais quand même à minuit pétante devant mon PC pour l'ouverture des portes. Donc j'ai commencé le soir même. Voilà. Et bon, pour ceux qui veulent voir un petit peu comment ça se passait, on a donc notre petite vidéo qui est sur le site où vous pourrez voir les gens qui hurlent pour la Horde et qui font des cris de Murloc. C'est très sympathique et je voudrais remercier tous ceux qui étaient présents et qui ont crié avec nous à ce moment-là. Et je vais aussi remercier gametv-fr.com qui est un site où il y a tout plein de vidéos et qui nous a mis notre vidéo chez eux aussi et qui accessoirement est un partenaire de NECA. Oui, tout à fait, pour ces vidéos. Et pour parler de la sortie de Burning Crusade, évidemment, on doit faire le bilan de la manière dont ça s'est passé. Pour ce qui est de la disponibilité, on attendait des ruptures terribles. Il se trouve que Blizzard n'avait pas confirmé ou nié le fait qu'il y aurait des ruptures, mais ils ont quand même envoyé 4 millions de titres, enfin de boîtes du jeu dans les magasins. Donc forcément, sur les 8 millions de personnes qui ont le jeu, il y avait de quoi tenir. Donc évidemment, il n'y a pas eu de rupture de stock. Et un petit chiffre intéressant, c'est qu'ils en ont vendu 2,4 millions en 24 heures. Donc c'est absolument monumental, évidemment. Par contre, pour ce qui est des éditions collector, est-ce qu'il y en a eu assez, Dany? Tu sais un petit peu comment ça s'est passé? Eh ben écoute, c'est... Bon, bah, évidemment j'ai eu la mienne, j'ai eu de la chance, mais en revanche j'en avais commandé une pour un ami sur un site d'une très très grosse société et elle a été annulée genre il y a 2-3 jours, alors qu'elle a été passée genre en novembre. Donc je pense que pas tout le monde aura ces versions collectors et je suis sûr que sur eBay on peut les trouver à des prix défiant toute concurrence. Mais bon, 150 € voire plus pour une version collector, ça commence à faire cher. Ouais. Le bébé Murloc est vraiment très sympa, je trouve. Ah, t'as une version collector, oui, ça c'est vrai. Il est très mignon. Oui, moi j'ai eu une version collector aussi, et j'ai un ami qui n'allait pas avoir la sienne, et je me suis très gentiment sacrifié et je lui ai donné, enfin revendu évidemment, ma version collector pour le prix normal. Et voilà, je vois Antoine qui s'approchait de son micro pour lancer une pique. Non, je lui ai refilé. Je viens de perdre 150 € sur eBay.
Et oui, et je tiens à signaler que j'avais donc la version collector avec moi à l'event de lancement dans mon sac, comme je le dis sur la vidéo, et j'ai vraiment hésité à la sortir à un moment pour voir l'effet que ça ferait parmi les milliers de personnes qui attendaient. Tu serais fait lyncher, oui, je pense. Oui. C'est possible. Un autre chiffre intéressant, c'est le fait qu'il y ait 8 millions de joueurs, et j'écoutais, je ne sais plus quel podcast, je crois que c'est World of Warcast, qui est un podcast anglais, où il faisait la remarque suivante, c'est que 8 millions de joueurs dans le monde, ça veut dire que c'est plus d'une personne sur 1000 dans le monde qui joue au jeu. Ça me paraît être un chiffre assez hallucinant. Si vous prenez 1000 personnes au hasard, il y en aura un qui joue à World of Warcraft dans le monde entier. Donc, c'est marrant parce que si on prend 4 personnes au hasard dans cette pièce, on met tout ça mot. Et dans le jeu, alors, ça s'est passé comment ? On craignait les crashs à répétition. Il y en a eu pas mal quand même. Hein. Sur Sholag, c'est crash. Ça continue encore maintenant de temps en temps. C'est vrai, vous avez des crashs encore ? Ça arrive, oui. Et vous, sur Illidan, ça s'est passé comment ? On dit Illidan. Illidan, d'accord. Alors, mon ami est une mauvaise foi parce que sur Illidan, avant le lancement, il y a eu des crashs quand tout le monde était regroupé devant la porte. Une fois derrière la porte, il n'y a pas eu un seul crash. Moi je sais que côté des zones surpeuplées, dans les zones de bas niveau, parce qu'il y a quand même eu énormément de reroll paladin, ou enfin du moins Elfe de sang au moment de la sortie, il y avait du lag mais ça restait très correct. Mais un grand bravo en tout cas sur le système de respawn des mobs qui est beaucoup plus rapide selon le nombre de personnages sur la zone. Ça a été extra pour PEX plus rapidement. Ouais. Le respawn dynamique qui change la rapidité des rip-hop en fonction de la quantité de mobs qui meurent, ça c'est pas mal. Effectivement, moi je crois que dans l'ensemble, la qualité de cette mise à jour était plutôt bonne, et tous les vétérans qui ont l'habitude de ce genre d'extension dans les MMO attendaient le pire, et dans l'ensemble, ça s'est quand même pas mal passé, je trouve. Alors, il y a beaucoup de mauvaises langues aussi. Bien sûr, non, c'est vrai qu'il y a eu quelques crashs dans la semaine qui a suivi le lancement, enfin sur mon serveur. Globalement, c'est tolérable. Hein. C'était rien de dramatique. Il y a eu 1 ou 2 soirées où ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et de temps en temps des reboots, des serveurs d'instance. Mais bon, on attendait quand même peut-être 1 ou 2 semaines où c'était totalement injouable, et en fait. Non mais il faut reconnaître qu'ils ont fait un boulot admirable dans la consolidation de leurs serveurs, serveur World, serveur d'instance. Tout à fait. Well deserved. On a eu aussi évidemment une série d'interviews au moment du lancement de l'extension, et on va vous rapporter 2 ou 3 petites infos qu'on a glanées dans ces différentes interviews. La première, c'est pour vous parler du design et du soin qu'apporte Blizzard à son jeu. C'est une interview de John Lecraft, qui est game designer dans l'équipe qui s'occupe des classes, qui a dit que la première zone, donc la péninsule des Flammes Infernales, a été entièrement refaite du début à la fin 2 fois. C'est-à-dire qu'ils l'ont fini totalement, ils ont regardé le résultat, et ils se sont dit que c'était pas ce qu'ils espéraient, ce qu'ils voulaient comme qualité pour leur jeu, et ils l'ont jeté à la poubelle et refaite. Ça, c'est quelque chose d'assez hallucinant dans le monde des jeux vidéo. C'est quand même un sacrifice de temps impressionnant. La deuxième info, c'est une interview de Shane Dabiri, qui est lead producer, donc producteur principal sur l'extension, qui dit que, en répondant à une question sur les possibles extensions d'utilisation de Warcraft, il dit qu'il ne pense pas du tout aux consoles, mais par contre il pense à un élément sur les téléphones portables. Donc ça c'est un petit peu curieux. Est-ce que vous auriez une idée sur l'utilisation qu'on pourrait faire de Warcraft sur les téléphones portables ? Camper la hache. J'attends ça avec impatience, hein. C'est la fonctionnalité qui manque, je pense. Il y a eu aussi une assez longue interview dans le magazine Empire en anglais, de Itzik Benbassat, qui est le vice-président du développement chez Blizzard, qui parlait du logement des joueurs, pour dire que c'était pas une question de si, mais une question de quand. C'est-à-dire que ça va arriver de toute façon, mais ils sont en train de peaufiner la chose, et ils sont en train d'essayer de trouver des concepts intéressants pour avoir un résultat vraiment qui correspond à leurs attentes. Vous attendez le player housing, vous ? C'est quelque chose qui vous intéresse, ou vous préférez être dehors dans le monde en train de tuer des gens ? J'ai connu ça sous DAOC, j'ai détesté. D'accord. Je l'ai connu sur différents jeux. Je dirais que ce que les gens attendent surtout, c'est la maison ou banque, du moins la maison de guilde. D'accord. Des banques
avec possibilité de transfert entre officiers, enfin des possibilités. Ouais, la pour banque les de guildes. guildes, c'est quelque chose qui est prévu aussi. C'est Ça quelque chose- va arriver de toute façon, mais on par sait pas. logique, c'est souvent avec le housing que ça arrive, mais c'est quelque chose vraiment à mon avis, de très très important. Après, je dirais que les maisons de joueurs, c'est quelque chose de plus qui cosmétique, coûte, enfin c'est plus voilà, C'est accessoire. c'est accessoire. Ah, bah, pas tant que ça, parce qu'avec les Blue Delph, maintenant on peut jouer à la Barbie, maintenant on peut avoir la maison de Barbie aussi. Vous voulez dire que je suis coincée avec cette couleur de cheveux? On a aussi quelques mots sur l'avenir des MMO chez Blizzard. Et la question était est-ce qu'il y aura un MMO mieux que Warcraft? Et Itik Benbassat répond oui, ça sera notre prochain MMO qui sera beaucoup plus innovant et beaucoup plus original. Et là, on peut effectivement, ça nous amène plein de questions. Est-ce qu'ils sont déjà en train de travailler dessus? Moi, je dirais peut-être, on sait pas. Et 10 PO sur World of Starcraft. Non. Je suis pas World sûr. of Diablo. Bah effectivement, à propos des prochains jeux, il en parlait un petit peu aussi. Il disait que lui aimerait bien voir un StarCraft 2 qui serait simplement un RTS, donc un jeu de stratégie en temps réel et pas un MMO. Mais par contre, on a une info qui nous vient d'un musicien tchèque qui travaille pour le Bratislava Symphony Orchestra. Il disait qu'il a travaillé sur les musiques, sur les enregistrements de musique de Diablo 3. Donc il serait déjà en cours d'enregistrement, peut-être, si effectivement il dit vrai. Évidemment, ce genre d'information est généralement gardée secrète, donc on peut pas le confirmer, mais c'est une rumeur. D'ailleurs, le GIGN arrive. Donc voilà pour les interviews qu'ils ont données pour Burning Crusade, et on a une toute petite série d'infos sur les derniers patchs qui ont été implémentés, qui fait déjà rire Antoine. Parce que c'est une série de nerfs en fait. On va pas trop s'étendre sur la chose parce qu'il y a 60 000 opinions Si, on peut en parler. Faut pas censurer. Hein. Plutôt qui s'opposent pas mal. Donc il y a eu un nerf démoniste, un nerf chasseur, un petit nerf mage que je trouve pas Un nerf terrible mage. non plus. Un bon nerf mage. Un petit nerf Zemo. A priori, il y a une classe qui est encore un petit peu trop puissante, à mon avis. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je trouve que le druide est quand même un petit peu... Le démonisme semblait être la classe la plus puissante. Les druides sont assez bien équilibrés, selon moi. Non, parce que si jamais tu focus en BG ou en arène un démo, il a rien pour s'en sortir. Il peut absolument rien faire. En revanche, le druide, il peut faire ce qu'il veut par son shapeshifting, il peut toujours Bah, s'en il s'envole. sortir. Non, ils Pas en s'envolent combat, pas en pas en combat. En combat. PVP, Ils ça s'envolent va. pas Ah, en pas combat. C'est un combat. Bon, on verra. Moi, on avait prévu le nerf des démos et des chasseurs. Effectivement, c'est arrivé. Un petit peu le nerf des mages que moi, mon spé feu, et je le trouve encore un petit peu trop puissant. Et Je crois que c'est la première personne au monde à se plaindre ouais, qu'il est tout trop à fait. puissant. Je m'en plains pas, Bah, mais écoute, je le tu peux constate. toujours désenchanter ton équipement hein, et jouer tout nu. Et les druides, à mon avis, vont être les prochains à être nerfés. Et, on verra si l'avenir me donne raison. Et à propos d'avenir, on a quelques mots de Tseri, qui est un community manager anglais, qui nous dit que les revamps de classes sont terminés et qu'il y aura évidemment des changements pour chaque classe pour adapter et pour remettre l'équilibre entre les classes. Mais par contre, ça se fera petit à petit et pas avec un revamp sur un patch pour une classe. Donc c'est fini, le patch review des voleurs, le patch review des démonistes, ça se fera petit à petit. Et là où moi je pense que les druides sont un petit peu puissants, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les guerriers sont un petit peu sous-puissants, y compris les community managers du site américain. C'est-à-dire que a priori les développeurs vont revoir les capacités du guerrier, mais ça va se faire aussi petit à petit et surtout ils attendent de voir ce que ça donne au niveau 70 avec l'équipement de niveau 70 pour pas devoir changer 60 fois à la suite. Un autre type de review qui va arriver, et là je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde, c'est la review des métiers. C'est-à-dire que les métiers vont être entièrement refondus, là aussi, parce que c'est vrai que les trucs qu'on produit avec les professions sont pas forcément toujours très utiles. Il y a quelques objets qui sont pas mal, mais dans l'ensemble c'est pas très avantageux. Donc bon, il y a effectivement un petit problème à ce niveau-là, mais ça va être revu, donc on espère qu'il y aura des choses intéressantes. Et la première profession qui va être revue, ça va être l'ingénierie, donc c'est la première sur la liste. Une autre info à propos des chasseurs, il a été annoncé toujours sur les forums US, et d'ailleurs ça a été repris bien sûr sur les forums français, il a été annoncé qu'il n'y aurait pas de place d'étable supplémentaires.
Donc ça c'est un petit peu décevant peut-être pour ceux qui voulaient avoir plus de pets en même temps, mais par contre il y aura des nouvelles capacités de pets qui vont arriver. On ne sait pas quand exactement, peut-être avec le prochain gros patch. Les nouvelles capacités de pets sont prévues. Tant mieux parce que honnêtement les pets qu'on trouve dans Burning Crusade, je les ai pas trouvés pas super intéressants. Ils apportent pas grand chose. Donc nous reprenons le podcast, merci pour le martini, merci pour le whisky. Et oui, puisque Daniel nous a quittés, malheureusement il avait des obligations auxquelles il ne pouvait pas se soustraire. Il y a du whisky. Et donc nous avons sorti les alcools, histoire de détendre un petit peu nos deux invités, puisque c'est maintenant à eux de parler, puisqu'on va vous parler un petit peu de movie making. Et je voudrais poser la question à Neka, c'est quoi le movie making ? Oula, alors on rentre dans les détails techniques tout de suite ou Vas-y, lâche-toi. Non, donc en fait, donc le movie making, bon, c'est tout simple en français, c'est création de vidéos. Donc depuis le lancement de World of Warcraft, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de movie makers talentueux exploser, se révéler. Donc c'est quelque chose de très réussi. Il y a même des sites qui sont entièrement consacrés aux films faits dans les jeux vidéo. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a le site machinima.com. En France, nous avons gametv-fr.com qui regroupe toutes les vidéos World of Warcraft. C'est un des rares sites français à vraiment avoir une base de données de vidéos aussi importante. Et toi, tu fais quoi dans tout ce beau petit monde ? Alors moi à la base, c'était vraiment des vidéos pour ma guilde que je faisais. Donc j'ai commencé par des petits essais parce que je maîtrisais pas du tout les logiciels. Donc l'envie m'est venue en voyant la vidéo Molten Core de Jack. Aujourd'hui, il ne peut plus voir cette vidéo, il ne la supporte plus. Mais elle est pas mal pourtant. Oui, elle reste culte dans le movie making français. Donc c'est une vidéo totalement PvE. Donc Jack a toujours fait du PvE en incluant quelques séquences RP dans ses vidéos. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne touchait pas. Donc bon, je vais parler pour lui parce qu'il aurait dû être présent, malheureusement il n'a pas pu venir. Salut Jack, j'espère que tu vas bien. Donc bonjour à Jack. Donc non, aujourd'hui lui il allait vers le PvE, il le dit lui-même, en voulant intégrer un peu de RP, mais c'était pas son point fort. Aujourd'hui il voit aussi que le côté RP est quelque chose de très intéressant à exploiter et apparemment il souhaite s'y diriger aussi. Donc d'accord. Bon, il planche sur un gros projet d'une trilogie. Peut-être qu'on travaillera ensemble dessus, on en a parlé, on en a discuté. Donc, mais en tout cas, ses prochaines vidéos à Jack seront normalement des histoires, enfin des films. D'accord. Il y a une chose qui est indéniable concernant Jack, c'est que c'est un movie maker qui a un bon goût absolu. Ouais. C'est-à-dire que dans sa façon de tourner qui est très instinctive, sa façon de monter qui est très très instinctive, il y a toujours un bon goût qui émane de ça, on peut pas le prendre en faute à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a quand même, on parle beaucoup de Jack, mais pour moi vous êtes quand même, enfin la qualité de l'image qu'on retrouve dans vos films est assez comparable. Il y a un travail sur l'image et un travail sur le placement de caméra. On parle vraiment de termes techniques. Comme dans le cinéma, quoi. C'est à un autre niveau évidemment, mais il y a une recherche dans le placement de caméra, une recherche dans le tournage, une recherche dans le montage qui n'est pas laissée au hasard. Donc il y a une qualité chez vous qu'on retrouve pas forcément ailleurs. On a souvent dans les autres films une image brute en 4/3 qui est livrée comme ça et montée en l'espèce. Vous, il y a un travail que vous faites après sur les images tournées. Vous retravaillez votre film une fois qu'il a été tourné, quoi. C'est ça, exactement. Donc en fait, aujourd'hui, moi, je vais par exemple tourner une scène. Je vais pas m'arrêter à une seule prise. En règle générale, tout dépend aussi du nombre de personnes que j'ai à gérer. Donc et du temps que je peux avoir, qu'ils ont à me consacrer, mais ça arrive parfois qu'une seule scène par exemple qui va apparaître, allez on va prendre l'exemple de la scène où Aguilar, Dagorn et Gandrahor, donc nos community managers en tournée, on a dû passer 3 heures à la tournée. Au final, à l'image, il y a 1 minute de vidéo. Je sais que moi par exemple mon principal défaut que je n'ai plus à partir de la fin de Prophétie, parce que malheureusement le début de Prophétie je le tournais pas comme il faut, j'avais un problème de travelling, c'est-à-dire que mes mouvements de caméra sont saccadés. Ça c'est un problème que j'ai depuis le début, je savais que Jack se moquait de moi d'ailleurs par rapport à ça. Aujourd'hui c'est un problème que je n'ai plus parce que j'ai aussi appris à maîtriser ma souris, c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas forcément. Une question de technique quoi, vraiment. C'est vraiment une question de technique, mais c'est assez impressionnant parce qu'un bon mouvement de caméra ça va vraiment changer, ça va vraiment tout changer après.
Après le montage en lui-même, en effet, on va travailler l'image pour changer les couleurs. Par exemple, sur toutes les vidéos où on va être dans les steppes ardentes ou à BWL ou encore à Molten Core par exemple, on va toujours retirer du rouge sur l'image parce que le rouge est beaucoup trop présent. Ça, c'est comme dans le cinéma professionnel. Par exemple, un film comme Matrix, les producteurs, enfin les réalisateurs vont augmenter le gain de vert. On va avoir beaucoup de vert. Ça donne une image très particulière. Voilà. Dans Le Seigneur des Anneaux, on va avoir une image qui tire sur le noir et blanc. On va avoir peut-être 20% ou 30% de noir et blanc pour apaiser les couleurs. Chaque film a ses couleurs. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus spécifiquement de ta série à toi, donc qui s'appelle Blow Trilogy. Tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit et où tu en es dans le travail sur cette trilogie ? Oui, donc la trilogie a commencé en 2005, donc avec Redemption qui est sorti le 25 décembre 2005. D'accord. Donc le lendemain de Noël. Et, excuse-moi, je t'interromps une toute petite seconde pour te poser une autre question qui n'a pas forcément été claire dans le début. Toi, pour ce qui est de ton background, tu as des connaissances dans le milieu, enfin, tu travailles dans le milieu ou c'est quelque chose qui t'est complètement étranger, en dehors du fait que les logiciels, tu ne les maîtrisais pas forcément ? C'est quelque chose qui m'est complètement étranger. Je suis vraiment un passionné, tout simplement. Ok, donc excuse-moi, reprends sur Blow. Donc le premier épisode est sorti le 25 décembre 2005. Voilà, donc à la base c'était une vidéo PVE, mais comme j'en avais vraiment ras-le-bol de voir que des vidéos PVE sans rien d'autre, tout comme j'en ai ras-le-bol aujourd'hui de voir que des vidéos PVP qui se ressemblent toutes les unes et les autres, j'ai voulu changer, innover, rajouter une petite touche de RP. Donc je l'ai fait en demandant à un membre de ma guilde de faire quelques scènes. J'ai vu que ça rendait bien. Ensuite, j'ai demandé à plusieurs autres personnes de ma guilde de participer à des scènes avec un petit peu plus de monde. Donc, et j'ai ajouté un côté RP avec une histoire très suggérée. Il n'y avait pas vraiment de but réel à l'histoire. Les gens s'imaginaient aussi l'histoire eux-mêmes. Il n'y avait pas vraiment d'histoire toute posée. Donc l'histoire, elle est simple. C'est l'éternel. On m'a beaucoup reproché. Enfin, c'est le plus gros des critiques sur la trilogie pour l'instant a été sur le côté scénario qui était trop faible. J'ai toujours dit, j'ai jamais souhaité faire un scénario très intellectuel, quelque chose de vraiment très compliqué à comprendre, digne du Seigneur des Anneaux. Je cherche pas du tout ça, j'ai fait l'histoire basique du bien contre le mal. Donc il faut noter un truc dans l'épisode 2, j'ai inclus une scène, donc ça c'est une anecdote assez intéressante, c'est qu'à la base, j'ai une amie une amie dans le jeu, qui voulait absolument être dans la vidéo. Donc je lui ai donné un rôle, donc on est un couple dans l'épisode 2. Donc dans l'épisode 2, il s'avère qu'elle est de l'Alliance et donc qu'un ami de Neka, donc mon personnage mage undead, lui dit écoute, elle est de l'Alliance, c'est pas possible, tu ne peux pas rester avec elle, il ne peut rien se passer de plus. Ça fait un petit peu Roméo et Juliette. C'est un peu Roméo et Juliette, c'est tout à fait ça. Donc Neka, avec la plus grande, enfin il culpabilisera, mais il décide de la tuer. Mon Dieu, quelle tragédie. Alors pourquoi il l'a tué, c'est aussi parce que moi je ne pensais pas avoir à me resservir de cette histoire-là. Alors qu'en fait, c'est la base de l'épisode 3. C'est la base de l'épisode 3 parce que tout le monde, enfin 80% des commentaires sur la vidéo étaient mais qui sont ces deux personnages ? Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la trilogie, c'est ça qui est très intéressant, on comprend tout un scénario qui n'était que très suggéré au départ et qui donne un relief à l'ensemble qu'il n'y avait pas auparavant. C'est ça qui fait, dans le 3e épisode, donc sans le spoiler, un caractère vraiment chouette, parce que, ok, on s'écarte complètement de la storyline qui est donnée par Blizzard. Dans la vision de Neka, c'est la Horde et l'Alliance sont en guerre et pas pour rien, ils se tapent vraiment dessus, ils peuvent absolument pas du tout se sentir. C'est pas des petites escarmouches. Et les gentils sont pas les gentils, les méchants sont pas les méchants. En gros, les pourris, c'est l'Alliance, ça nous change. Zog zog. Et au final, il y a une véritable histoire au milieu de tout ça, avec deux personnages qui conditionnent des batailles complètement titanesques avec 320 personnes, je l'ai dit. Alors voilà, ça c'est l'autre point que je voulais aborder avec vous. C'est que dans le 3e épisode que tu m'as montré tout à l'heure en exclusivité mondiale, il y a une scène qui est particulièrement impressionnante. Il va y avoir des émeutes maintenant, quand tu as dit ça. Donc il y a une scène qui est particulièrement impressionnante, c'est celle où il y a une immense bataille qui a réuni, donc, comme le disait Antoine, 320 personnes. Ça veut dire qu'il y avait 320 personnes derrière leur PC en train de participer à cette séquence particulière. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont ça s'est passé très concrètement au moment où tu as filmé cette séquence ? Comment tu as fait pour gérer ces 320 personnes ? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé avant, parce que j'ai quand même commencé 1 mois et demi à l'avance à prévenir qu'il y aurait une bataille ce jour-là, etc. Pour gérer toutes ces personnes-là, donc il y avait des leads, des gérants de raid.
C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs raids et chaque raid avait un lead. Tous ces leads-là étaient sur TeamSpeak. Tout le monde était sur TeamSpeak, mais seules ces personnes-là pouvaient parler et moi-même. D'accord. Donc c'était assez simple à organiser. On n'a pas eu de lag sur TeamSpeak parce qu'il y avait qu'une petite dizaine de personnes à pouvoir y parler. Donc je donnais les instructions et les gens devaient les respecter. Bon, ça a été très fastidieux parce que les gens n'écoutaient pas toujours, donc ça a été très difficile. Plus tu augmentes le nombre de figurants, plus tu accrois le risque d'avoir des vrais péons dedans qui sont là uniquement pour mettre le dawa. Et il y en a eu. Il y a eu des gens qui étaient là aussi pour vraiment pour foutre en l'air le travail qu'on faisait. Ouais, c'était un peu désagréable. Depuis ce jour-là, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent Neka Nerf d'Acier. Je sais pas pourquoi. Je sais que je me suis fumé un paquet de cigarettes entières à la fin de la journée. Et pour finir, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à des gens qui veulent se lancer dans le movie making Arrêtez de me wisp. Mais tu penses que n'importe qui peut se lancer dans l'aventure et obtenir un résultat probant ou N'importe qui a un minimum de goût et un minimum qui passe un minimum de temps à regarder les vidéos des autres. Moi j'ai regardé énormément de vidéos pour m'en inspirer aussi. Certains remarqueront sans aucun problème que je me suis inspiré d'ailleurs avec son autorisation et après en avoir discuté avec lui de Tales of the Past 2. Donc un réalisateur danois pour qui j'ai énormément d'estime. Il faut regarder les vidéos des autres et s'en inspirer, faut pas hésiter. Faut pas hésiter aussi à poser des questions, mais pas des questions inutiles. C'est-à-dire ça sert à rien de venir parler à quelqu'un comme Jack ou moi. C'est peut-être un appel que je lance, mais pour nous demander qu'est-ce qu'on utilise comme logiciel. Est-ce qu'on peut aider à faire une vidéo? Est-ce qu'on peut faire la vidéo des gens? On ne le fera pas. Il faut aussi un petit peu prendre son temps soi-même. Sur internet, il y a de nombreux tutoriaux. Sur internet, il y a de nombreux tutoriaux pour faire des vidéos. Il y a des sites de movie making qui sont vraiment dédiés à ça. L'entraide existe vraiment. Non, mais on apprend mieux quand on apprend soi-même. Moi j'ai une question pour Antoine aussi, qui s'occupe donc de la partie sonore. Quelle est l'importance de ton travail dans le résultat final? Pour toi, bon, je me doute bien que tu vas pas me dire que c'est pas important, mais quand on pense à un film, on pense avant tout à des images. Toi, comment est-ce que tu définis ton rôle dans les films faits par Neka? Moi, IRL, je suis musicien et compositeur et je joue de la basse et du piano. Je joue des instruments qui ne sont pas sur le devant de la scène, c'est-à-dire qui servent d'armature, de squelette au morceau. Parce que j'ai rien à dire, tout simplement. Donc je suis pas capable de prendre un solo ou de balancer un truc comme ça. Non, j'aime bien être là à supporter. Pour moi, le rôle de la musique dans les vidéos et dans les films en général, dans tout ce qui est expression artistique, c'est que ça ne se remarque pas, que ça ne s'entende pas, mais que le jour où c'est pas là, on se rend compte que vraiment ça manque. Il y a deux choses que je veux dire à ce propos, c'est que c'est amusant ce que tu dis, mais l'interview de la personne qui a fait les musiques de Burning Crusade, j'ai oublié son nom et je m'en excuse, il disait exactement ça, que la musique ne devait pas vraiment s'entendre, mais par contre le jour où elle est plus là, ça doit vraiment contribuer à l'ambiance du jeu et donc. Alors t'as la musique d'un côté et puis t'as les bruitages de l'autre. Donc on est d'accord, on est en train de parler de quelque chose qui est complètement subalterne comparé à la qualité des images et du montage. C'est peanuts comparé au travail que fait Neka. Mais ces bruitages-là, c'est un côté extrêmement immersif. Donc là, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de l'immersif. Et puis en plus, comme là sur la vidéo de Prophecy, Neka a vraiment voulu se lancer dans le doublage des voix. C'est un travail complètement titanesque. Tu le dis d'une façon, on dirait que tu n'apprécies pas, c'est marrant. Je le dis comme si les 20 prochains jours chez moi, j'allais stagner au level 69 et j'allais jamais passer mon 70 surtout. Tu vois. Donc passer à la partie suivante et on va revenir un petit peu plus vers Warcraft, le jeu en lui-même, et on va parler un petit peu de Warcraft pour les nuls. Donc je m'adresse à vous, messieurs. Ah bah c'est sympa. Ça se voit que t'es de l'Alliance. Et là, on a dans notre partie Warcraft pour les nuls l'ouverture qui est le truc que j'aurais voulu savoir. Est-ce que vous saviez, vous, que quand on est dans l'hôtel des ventes, il y a un moyen très simple pour trouver les recettes qu'on ne connaît pas encore?
Et au lieu de les regarder toutes l'une à la suite de l'autre, il y a un moyen très très simple pour afficher uniquement les recettes qu'on connaît pas. Non, j'ignorais complètement. Vraiment ? Ah oui, totalement. Eh bien écoute, voilà, donc tu confirmes le fait que tu es un nul qui a besoin de mes conseils. Non, on appelle ça un hunter. Donc en fait, il suffit de cliquer sur l'option voir les objets utilisables et ça filtre pas uniquement en fonction du niveau ou des objets, des armures que vous pouvez équiper. Pour ce qui est des recettes, vous allez également avoir toutes les recettes que vous ne connaissez pas encore et que vous pouvez apprendre avec votre niveau. Donc ça, c'est quand même très pratique. Ça fait gagner beaucoup de temps. Ah oui, mais c'est parce que je suis un G. C'est pour ça, j'ai jamais eu besoin. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Exactement. Ensuite, je vais vous parler de quelques informations pratiques pour Burning Crusade. Si vous arrivez à peine en Outre-Terre, il y a quelques petites informations que tout le monde devrait savoir. D'abord, il n'y a pas d'entraîneur de classe en Outre-Terre. C'est pas la peine de demander à tout le monde, il n'y en a pas. Il faut retourner dans les capitales de l'ancien monde quand vous passez de niveau pour apprendre vos nouvelles capacités. Ça, c'est réglé. Autre chose, il n'y a pas d'hôtel des ventes en Outre-Terre, nulle part. Là encore, il faut retourner dans les anciennes capitales pour aller vers l'hôtel des ventes et essayer de faire un petit peu d'argent pour acheter votre monture. Je peux donner un conseil de fourbe ? Vas-y. Il suffit de créer un reroll que l'on va planter dans sa capitale et avec lequel on va switcher pour aller vérifier l'hôtel des ventes. Parce que le transfert d'argent étant automatique, il suffit de lui envoyer un petit courrier. Et à propos de banque, il y a une seule banque en Outre-Terre, et c'est dans la grande ville de l'Outre-Terre, qui est la ville de Shattrath. C'est là-bas que vous allez trouver deux banques, une chez les clairvoyants et une chez les Aldor. Mais qu'est-ce donc que ces deux réputations, mon cher Patrick ? Eh bien écoute, on arrive effectivement à parler des Aldor et des clairvoyants. Quand vous arrivez à Shattrath, il y a trois factions en fait. La faction de la ville en elle-même, les Chattari, je crois, ou les Chattars. Chattars, voilà. Et il y a une autre faction que vous allez devoir choisir. C'est le choix se fait entre les Aldor et les clairvoyants. Si vous choisissez l'un, vous allez devenir ennemi des autres. Donc certaines parties de la ville ne vous seront plus accessibles. Peut-être que vous pourrez m'aider sur cette question. Moi, je ne sais pas vraiment laquelle choisir. Écrit Dany, help. Mais Dany n'est plus là. Et comme vous réfutez totalement votre statut de noob dans Warcraft... Alors, la première chose à savoir, c'est qu'un elfe de sang ne peut pas choisir l'Aldor et qu'un Draenei ne peut pas choisir les clairvoyants. C'est faux. C'est faux. Vraiment ? Non, c'est vrai. Je ne crois pas. Ah. Ah bah écoute, c'est une question qu'il nous faudra vérifier. Et là, on se rend compte qu'on aurait vraiment besoin de l'aide de Dany, qui nous a qu'est-ce que ce jeu a comme profondeur, hein. On voit que t'es Hunter. Et la deuxième chose alors, est-ce qu'il y a une faction qui est meilleure que l'autre pour certaines classes ? Non, de manière générale, en fait, les deux classes permettent d'acquérir des items, des patrons de métier. Et en montant la faction, en montant la réputation. Pour monter la réputation, il faut bâcher du mob d'une certaine catégorie pour récupérer dessus des items qui vont pouvoir augmenter la faction. Moi, ce que je dirais, c'est qu'au final, les choses qu'on peut faire dans les professions peuvent être vendues à l'hôtel des ventes de toute façon par les gens qui vont choisir telle ou telle faction. Et pour ce qui est des objets qu'on peut acheter avec la réputation, ils sont peut-être puissants d'un certain côté, mais de l'autre, il y aura aussi des objets plus ou moins équivalents dans les instances au niveau et dans le contenu supérieur. Donc c'est pas un choix qui est totalement rédhibitoire. Non, mais c'est vraiment sur les enchantements, hein. C'est les enchantements de pièces d'armure qui vont pouvoir permettre de différencier. Mais c'est vrai que c'est quand même assez kiff-kiff, hein, parce que d'un côté on a plus 40 AP sur épaulette, de l'autre on a plus 1% critique. Bon, ensuite c'est une histoire de goût. Moi, à la limite, ce que je conseillerais, parce que ça n'a pas vraiment d'importance, de toute façon au moment où on fait le choix entre l'Aldor et les clairvoyants, on sait pas du tout à quoi ça rime, c'est quel skin on préfère. Est-ce qu'on préfère être chez les clairvoyants avec des Blood Elf en rouge et puis des Barbie qui se trémoussent, ou est-ce qu'on préfère être chez des espèces de mélange entre le géant vert et un Schtroumpf ? D'accord. Donc voilà, Schtroumpf et géant vert Aldor, Barbie Blood Elf clairvoyant. Le choix est quand même extrêmement facile comme ça. Anaria Shola, blessings upon you. Une autre chose dont je voudrais parler, c'est les boss des nouvelles instances de Burning Crusade, qui sont des boss qui ont une mécanique qui est peut-être un petit peu nouvelle pour les gens qui ne sont pas habitués au raid, parce que c'est vrai que dans plusieurs instances, il y a
des rencontres qui vont être un petit peu différentes de la mécanique classique. On envoie le tank sur le mob et il tape autant qu'il peut, et une fois qu'il a l'aggro, nous on commence à envoyer nos dégâts et notre DPS. Il y a beaucoup de rencontres qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus actives et qui sont inspirées un petit peu des raids haut niveau. Je vois Antoine qui hoche la tête en approbation de ce que je dis. Ouais, parce que je trouve ça très très bien. Là maintenant on donne en fait le principe des instances au level où il y a des techniques, ce qu'on appelle les techs pour les boss, à la portée des personnes qui se connectent 2 heures ou 3 heures dans la semaine. Donc c'est drôlement bien, parce que ça leur donne eux un plaisir de jeu, et c'est pas forcément la population la moins représentative du jeu. Tout à fait, oui. Et là, on va se lancer dans notre partie histoire, que je vais enregistrer après quand mes camarades seront partis, histoire d'être un petit peu tranquille. Si on n'avait rien à dire sur Illidan. Et je vais vous parler d'Illidan, qui est pour moi, comme je le disais tout à l'heure, l'un des personnages essentiels du jeu. Et vous allez découvrir ça avec nous tout de suite. Vous vous souvenez sûrement d'Illidan, puisqu'on en a déjà parlé au moment où on parlait d'Azshara. C'était le frère de Malfurion Hurlerage et le prétendant de la grande prêtresse Tyrande dans les événements qui ont mené à son enfermement il y a 10 000 ans, quand le continent d'Azeroth a été détruit et séparé en plusieurs continents. 10 000 ans plus tard, Tyrande le ressort de sa prison où il a été enfermé pour essayer de combattre la Légion Ardente qui est de retour, et là on est dans Warcraft 3. Et pour repousser donc la Légion, Tyrande contre l'avis de Malfurion le sort de sa prison. Lui, il va à Gangrebois où il rencontre le prince Arthas. Il s'engage dans un long combat et personne n'arrive à prendre le dessus, mais à la fin du combat, il apprend l'existence du crâne de Gul'dan. Gul'dan, c'est ce démoniste dont on avait déjà parlé. Arthas lui révèle l'existence de cet artefact extrêmement puissant, sans rien lui cacher, parce qu'il sait qu'Illidan a une soif de pouvoir immense, comme tous les elfes de sang, les bien-nés, les serviteurs d'Azshara, complètement accros à la magie arcanique. Évidemment, Illidan va vers le crâne de Gul'dan, il réussit à l'obtenir et le consume. On ne sait pas très bien comment il le consume, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que la puissance démonique du crâne le transforme, et c'est à ce moment-là qu'il change d'apparence et qu'il prend cette apparence un petit peu démoniaque. Donc il réussit à battre le maître de Gangrebois qui répandait la corruption de la Légion sur le continent de Kalimdor. C'était donc Tichondrius qui était l'un des lieutenants de Kil'jaeden, mais Tyrande et Malfurion le rejettent après cette victoire parce qu'ils voient cette accumulation de puissance comme une perversion, et c'est le début de l'une des longues séries d'incompréhension d'Illidan qui enfonce ce personnage un petit peu maudit de l'histoire de Warcraft. Une fois rejeté par son frère et son grand amour, Kil'jaeden, qui est ce grand maître démon dont on a là encore déjà parlé, lui demande d'aller au trône de glace, au Frozen Throne, pour abattre l'un de ses serviteurs qui prend trop de puissance et qui s'est rebellé. Et c'est le démoniste Ner'zhul qui est devenu le roi Lich, puisque Ner'zhul, dont on parlait là encore beaucoup, et le roi Lich ne sont qu'une seule et même personne. Et il sait, grâce à la mémoire de Gul'dan, qu'il aura besoin de plus de force pour le battre, et il appelle les Nagas. Et là, si vous avez bien suivi l'histoire, vous savez que les Nagas sont les descendants des serviteurs d'Azshara, les descendants des bien-nés. Et donc Azshara lui envoie ses Nagas, et Lady Vache, donc Dame Vache, qui est une Naga extrêmement puissante, qui est à ses côtés.
Et il est toujours poursuivi par Maiev Shadowsong, qu'il avait enfermé déjà il y a 10 000 ans. Donc tout ça devient un petit peu compliqué, mais il se rend dans le continent du Nord et il trouve la sépulture de Sargeras, où il trouve un autre artefact extrêmement puissant, qui est l'œil de Sargeras. À ce moment, Tyrande et Malfurion et Maiev sont au courant de ce qui se passe et essayent de l'arrêter parce qu'ils pensent que cette accumulation de puissance sera dangereuse, et ils se battent plusieurs fois sur le continent du Nord, et lors de l'un de ces combats, Tyrande est crue morte. Évidemment, ça brise le cœur de Malfurion et d'Illidan, mais il continue vers le trône de glace. Et il utilise l'œil de Sargeras pour essayer de détruire les terres qui abritent ce trône de glace. Mais Maiev réussit à l'interrompre et Malfurion estime que ces pratiques sont bien trop dangereuses et que ça devient dangereux pour la planète elle-même, en tout cas pour le continent. Il ne veut pas risquer une autre catastrophe comme celle qu'il a connue 10 000 ans plus tôt avec la bataille contre Azshara. Illidan essaye de lui expliquer qu'il voulait détruire leur ennemi commun et que l'interruption du sort est une catastrophe pour eux tous. Mais à ce moment, ils sont interrompus par Kael'thas, qui est le prince des hauts elfes, des elfes de sang, qui sont à ce moment alliés avec l'Alliance. Et il leur dit que Tyrande est sans doute encore en vie. Et évidemment, à ce moment-là, ils interrompent tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils lâchent toutes leurs petites engueulades à propos de la fin du monde, qui sont pas extrêmement importantes finalement, et ils filent vers l'endroit où est censé être Tyrande. Et Illidan la trouve en premier, il la sauve d'une mort certaine contre une armée de morts-vivants terrifiants et baveux. Et là, contre toute attente, en tout cas contre les attentes de Tyrande et de Malfurion, il la ramène à Malfurion et il la laisse en bonne main à Malfurion, malgré l'amour infini qu'il lui porte. Et étonné par ce geste, Malfurion décide d'accorder le pardon à Illidan à condition qu'il ne soit plus jamais une menace pour les elfes. Illidan est complètement lassé et dégoûté des conflits incessants avec son frère et avec la prêtresse qui est son amour, et il décide d'accepter cette trêve et il fuit en Outre-Terre. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est poursuivi par Maiev, qui elle estime qu'il ne sera jamais, qu'il n'arrêtera jamais d'être un danger pour les elfes et pour le monde. Maiev le suit donc en Outre-Terre et elle finit par le retrouver et par le capturer. Mais Lady Vache et Kael'thas le retrouvent et le sauvent une fois de plus. Et à ce moment, Kael'thas et ses Sindoré, donc cette caste des hauts elfes, lui donnent son allégeance, et Illidan se retrouve donc en Outre-Terre à la tête d'une armée de nagas et d'elfes assez impressionnante. Et il décide, pour se protéger, de débarrasser l'Outre-Terre des démons qui l'infestent depuis la destruction par Ner'zhul. Et il s'attaque donc à Magtheridon, qui est le maître des démons et qui réside dans le Temple Noir. Et dans leur combat final, puisque Illidan réussit à décimer les armées de Gangork et de démons de Magtheridon, Magtheridon, dans leur combat final, lui demande s'il a été envoyé comme un test. Et là, Illidan, fier et moqueur, lui dit qu'il a été envoyé pour le remplacer. Il le bat évidemment et l'enferme dans la citadelle des flammes infernales, et il prend le contrôle à la fois du Temple Noir et de l'Outre-Terre dans son ensemble. Donc il règne en Outre-Terre avec les Nagas et les hauts elfes. À ce moment, il se croyait tranquille, mais Kil'jaeden lui apparaît une fois de plus, puisqu'il a besoin de son aide pour tuer Arthas, qui est devenu là encore trop puissant pour lui. Et Illidan va emmener ses forces dans le continent du Nord et retourner une fois de plus au trône de glace, et une fois de plus il va échouer. Arthas va réussir à le battre, et il est sauvé de justesse par Dame Vache et Kael'thas, qui le ramènent en Outre-Terre, et là c'en est trop pour Illidan et il sombre dans la folie. Il est convaincu d'avoir vaincu Arthas et il s'enferme dans son temple, complètement dévasté par la folie démoniaque qui le ronge. Donc voilà pour le destin tragique d'Illidan. C'est une histoire tout à fait dramatique, et vous aurez reconnu beaucoup de noms
qu'on a déjà évoqués, mais ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que vous reconnaîtrez aussi beaucoup de noms et de personnages que vous allez retrouver dans l'Outre-Terre. Et au premier de cela, on a Illidan lui-même et la cinématique d'introduction du jeu, puisque le grand méchant qui vous crie que vous envahissez son domaine et que vous n'êtes pas prêt, c'est lui, c'est mi-démon, mi-elfe, c'est Illidan, le maître de l'Outre-Terre. You are not prepared. Voilà pour Illidan, et là on passe à notre partie pour les pros, et vous allez changer de casquette tous les deux, et passer vous transformer en pro et en raider fou. Et on va se lancer dans un tout petit décompte pour savoir un petit peu ce qui s'est passé depuis la sortie de l'extension à haut niveau. Où on en est pour ce qui est des raids et des grosses guildes. La première chose, je pense, dont tout le monde est au courant, c'est le premier niveau 70. Vous avez entendu parler de ça, j'imagine ? Non. Pas du tout. C'était pas un fait divers au journal de Pernod ? Voilà, exactement. Parce que le type, c'est un mage de la guilde Millennium, qui est une grosse guilde de raiders. Il s'appelle Gawel, et il a atteint le niveau 70 28 heures après la sortie du jeu. Et c'est quand même extrêmement impressionnant, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il l'a pas fait tout seul quand même. Voilà, c'est pour ça que moi je trouve pas ça forcément si impressionnant que ça, c'est qu'au final, il a été beaucoup aidé par ses amis de guilde, donc ça a été un système qu'ils ont montré en vidéo, donc d'aggro massif de mobs, d'ennemis. Que le mage va taper lui une fois pour avoir la propriété de l'expérience. Voilà. Et ensuite... Donc, et ensuite, tous ses amis finissent le mob. D'accord, donc toi t'es pas super impressionné par la chose. Pas du tout. Mais tout de même, félicitations à lui, mais en fait je n'ai pas vu l'intérêt. Parce qu'une fois 70 seul... disons qu'il y a deux choses. Moi, la manière dont je le vois, c'est qu'il y a d'une part l'intérêt de jeu qui là effectivement n'est pas forcément immense, mais d'autre part le fait que ça soit un exploit d'avoir planifié la chose et de s'être lancé dans un temps aussi rapide alors qu'on ne s'y attendait pas, qui moi me paraît quand même... Disons que pour l'exploit... c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Ça a choqué le monde entier, tu te rends pas compte. Aux États-Unis, on parle du français qui a atteint le niveau 70 en 28 heures, et qui aujourd'hui est interné dans un hôpital psychiatrique. La deuxième grande étape, c'était au bout de 10 jours, il y a le premier boss de raid qui est tombé. C'était le haut roi Molgar, qui est le premier boss de Grulzler, qui a été tombé par 3 guildes, dont Death and Taxes. Donc ça a pris seulement 10 jours pour que les raids soient véritablement relancés. Au bout de 10 jours et 13 jours, il y a eu le premier paladin 70 et le premier chaman 70. Quand je parle de paladin et de chaman, c'est le paladin Blood Elf, elfe de sang, et le chaman Draenei bien sûr. Donc Rage pour le paladin et Tenai de la guilde Afterlife pour le chaman. C'était quand même assez rapide aussi. Là je suis un petit peu plus impressionné. D'accord. On a l'étape suivante qui est au bout de 13 jours, Doomlord Kazak, qui est un énorme world boss dans la péninsule des Flammes Infernales, qui a été tué par Nihilum. À 40. À 40, ça veut dire que c'est un boss qu'on tue à 40 et pas à 25. C'est la question que je me suis posée en regardant la news sur leur site, c'est est-ce que c'est un boss qui est tuable à 25, ou alors est-ce que certains world boss, surprise de Blizzard, restent à 40 ? Question à laquelle on aura une réponse bientôt. Voilà. Et enfin, dernière chose, c'est Nightbane, qui est le boss de Karazhan, qui a été tué là encore par Death and Taxes, qui sont décidément très actifs. Le Karazhan étant l'une des instances les plus difficiles du jeu, qui se fait à 10, et le dernier boss est tombé au bout de 14 jours après la sortie. Et ça veut dire que il y a déjà la vie du raid dans Warcraft qui est relancée à peine 2 semaines après la sortie. Les hauts niveaux sont repartis. Vous, c'est le cas chez Blo? On parle de Nihilum quand même et de Death and Taxes. C'est le très 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 haut niveau du jeu mondial. Tout à fait. Chez Blo, en tout cas, nous on ne le recherche pas. Après, par contre, pour ce qui est Nightbane, alors je sais pas s'il avait été tombé, mais sur la bêta, une guilde française, Ouais, sur la bêta, effectivement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que toutes ces guildes ont beaucoup joué à la bêta et ont eu le temps de se préparer. Donc c'est pas comme s'ils partaient de zéro. Non. We're allied with the Tauren?
fantastic! We'll be having steak twice a week. La question suivante, c'est la question des drakes du néant. On pensait que les drakes du néant étaient disponibles uniquement dans les arènes, et il se trouve qu'il y a une rumeur qui court, une quête qui permettrait d'obtenir un drake du néant quand on a déjà la compétence pour les montures épiques. Neka agite les mains et n'en peut plus, il veut nous donner la réponse. Non, Qu'en est-il? Le Drake du Néant épique, donc le Drake du Néant rapide, sera une monture à 310%. Contre apparemment, la monture épique actuelle volante est à 280%. Le Drake du Néant sera plus rapide. Donc le Drake du Néant version rapide sera accessible par les arènes, le système de reward des arènes. Et qu'en est-il du Drake du Néant accessible à tout le monde? Alors le Drake du Néant accessible à tout le monde, Blizzard ne s'est pas prononcé sur sa vitesse. Par contre, on sait qu'en effet, il sera accessible par une série de quêtes qui n'est pas encore implémentée. Une autre question pour les gens très haut niveau, il y a une polémique qui a dévasté le net ces quelques dernières semaines, qui est le niveau des boss, à savoir est-ce que les boss qui ont une tête de mort à la place de leur niveau, donc vraiment les gros machins, s'adaptent au niveau des joueurs qui vont les affronter. On a eu une réponse de Blizzard. Est-ce que vous avez entendu parler de cette polémique? Oui, donc c'est vrai que c'est une polémique qui est restée assez longtemps, avant même la sortie de BC. Donc en fait, oui, Blizzard a répondu que le niveau s'adaptait pour chaque joueur du raid. Ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le niveau pour les chances de toucher, les chances de faire des critiques, des choses comme ça. Pas la vie du boss. Pas pour les points de vie ou pas pour les dégâts qu'il va faire. Non, les dégâts ne changent pas. Donc il sera de toute façon plus facile à faire tomber au niveau 70. On va pas le toucher à 100% à tous les coups, on aura toujours des résistes et des ratés, mais par contre il sera quand même beaucoup plus facile à faire tomber qu'au niveau 60. Oui, tout à fait. Je pense que d'ici quelques semaines ou quelques mois, on va peut-être voir du paladin en solo, aller voir Onyxia. Non, je rigole pas. Il l'avait déjà fait à 5, donc... Le record est à 3. À 3, tout à fait. Ouais. Un chasseur, un guerrier et un paladin. On a une autre question qui a été une polémique chez nous, par contre, chez Azeroth.fr, qui était la question de l'aggro à distance. Et on nous a répondu sur notre forum, merci à Dracounet qui nous a mis un lien sur un post de Kenko à propos de la haine et de l'aggro. Donc on en parlait le mois dernier avec Aguilar et Dagorn. Mais qui est Kenko ? C'est un type qui avait fait un guide très précis sur ce sujet, mais c'est pas un officiel de chez Blizzard. D'accord, ok, parce que j'ai entendu sur le dernier podcast qu'Aguilar était très ferme sur cette question. Voilà, la réponse en fait était un petit peu plus complexe que ce qu'on pensait, et en fait on avait tous raison. C'est ça qui est terrible, c'est que la haine que va... alors je vais réexpliquer la question. La question était, est-ce que la haine du monstre va changer envers les joueurs en fonction de la distance qu'il y a entre le joueur et le mob? Et moi j'étais convaincu que oui, tout le monde était contre moi et était convaincu que non. Il se trouve que la vérité est un petit peu entre les deux. La haine en elle-même ne va pas changer. C'est-à-dire que vous soyez à 1 mètre de l'ennemi ou à 25 mètres de l'ennemi, la haine qu'il va vous porter en fonction des coups que vous allez donner va rester la même. Par contre, il va se retourner vers vous si vous dépassez de 10% la haine de la personne qui a l'aggro, si vous êtes prêt, et par contre, si vous êtes plus loin, il va falloir que vous dépassiez de 30% la haine de la personne qui a l'aggro. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que en pratique, j'avais quand même un petit peu raison quand même, et je suis déçu que Dany ne soit pas là pour s'excuser platement. Alors je m'excuse pour Dany, de toute manière il l'aurait fait. J'en suis pas certain, mais bon, on verra dans le prochain épisode. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que pour les gens qui peuvent se mettre à distance, si vous ne voulez pas que le mob se retourne vers vous, il faut effectivement se mettre plus à distance. Et là, normalement, on aurait dû avoir le conseil de Daniel, mais comme il n'est pas là, je vais m'y coller avec très peu d'expertise, simplement pour vous dire que le conseil de Daniel, c'était de commencer à travailler vos réputations et vos accès dès le début de votre arrivée en Outre-Terre, ou du moins dès que vous commencez à les voler un petit peu. Alors, ce qu'il y a, c'est que, comme on disait le mois dernier, les accès pour les différentes instances sont relativement complexes.
Normalement, ça se fait par des séries de quêtes qui sont assez indolores et qui s'inscrivent dans la progression de votre personnage. Mais si vous voulez y aller dans les grosses instances dès que vous aurez atteint le niveau 70, ou du moins assez vite après avoir atteint le niveau 70, essayez peut-être d'aller rechercher sur Internet les différents détails de ces accès, et d'essayer de faire ça en priorité. Vous avez commencé, vous, vos accès? Ou bon, je parle encore une fois pas à Neka qui est peut-être sur son reroll niveau 52. Mais oui, toi, Antoine? parce que c'est très très long. D'accord. Donc vaut mieux commencer un peu à l'avance, c'est vrai, sinon après on fait que ça et c'est un peu barbant. D'accord. Donc toi, à partir de quel niveau t'as commencé à travailler tes accès pour les instances 70? Non, niveau 68, c'est bien, on est tranquille, on s'embête pas, et puis comme tu l'as dit, la plupart des quêtes s'inscrivent dans la progression du PEX, donc c'est effectivement indolore. Après, bon, c'est un petit peu plus pénible, il faut réunir des groupes, les optimiser un petit peu, récupérer différentes parties de clés. Mais Karazhan, c'est vraiment important parce que c'est l'équivalent du BRS à l'époque. Ça préparait à MC, ça préparait aux premières instances de haut level. Là, c'est la même chose. Donc il faut vraiment faire Karazhan. D'accord. Eh ben, écoutez, pour Karazhan, on peut vous dire que la première étape, c'est d'aller devant Karazhan, au défilé de Deuil-Vent. Et là-bas, il y a quelqu'un qui vous donne une quête, qui lance la série pour accéder à l'instance. Donc, précipitez-vous au défilé de Deuil-Vent, retournez dans l'ancien monde et allez vous faire plaisir dans le défilé de Deuil-Vent. Non, et puis surtout, lisez les quêtes parce que les développeurs ont vraiment fait un effort sur la storyline, sur le RP. Et il y a certaines quêtes qui sont vraiment excellentes. Et là, on passe dans notre partie fourre-tout, où on va commencer justement par ce dont il parlait, qui est une transition magnifique. C'est notre supplique du mois. Notre supplique du mois, c'est les gars, lisez vos quêtes. Lisez vos quêtes. Alors, il y a deux choses. Les quêtes vous disent ce qu'il faut faire. C'est simple, il y a un texte, c'est des mots qui sont écrits dans le journal de quête et vous expliquent ce qu'il faut faire dans la quête. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent même pas les quêtes et qui vont se précipiter sur le canal général et spammer ça et nous donner un canal général dans la péninsule des Flammes Infernales qui pour le coup porte bien son nom puisque le canal devient absolument infernal. C'est une série de gens qui demandent où est tel mob, où est tel objet, est-ce que vous savez où je peux trouver truc. Si vous lisez la quête et que vous n'avez toujours pas trouvé, bon là à la limite posez la question. Mais quand c'est écrit noir sur blanc sur la quête, c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Même la patience des Draenei a ses limites. Il y a quand même un autre élément qui est important, c'est que accessoirement, les quêtes sont extrêmement sympathiques dans l'extension, beaucoup plus même que dans l'ancien monde, moi je trouve. Et si vous ne lisez pas les quêtes, vous allez vraiment rater une partie de l'histoire et une partie du jeu, quoi. C'est un élément vraiment important. Dans chaque zone, il y a une histoire à comprendre et c'est quelque chose de vraiment sympathique et qui augmente le plaisir du jeu. Et là, c'est la transition avec notre partie on aime, on n'aime pas, où moi, ce que j'aime dans Burning Crusade, c'est que chaque zone est vraiment un mini scénario. Bon, évidemment, il y a énormément de quêtes qui sont va tuer 12 oiseaux, va ramener 4 œils de Murloc, les pauvres Murlocs. Mais par contre, il y a une ou deux séries de quêtes qui sont liées avec l'histoire de la zone et qui se terminent dans l'instance. Et là, dans Burning Crusade, c'est le cas pour toutes les zones. Il y a, finalement les zones c'est des mini-scénarios, quoi. C'est des petites histoires et ça se termine dans les instances qui sont une conclusion à ces histoires et ça apporte un vrai plus au plaisir du jeu. Et c'est vraiment dommage de passer à côté. Moi je pense que c'est un énorme atout de l'extension, quoi. C'est aussi le cas dans les zones de bas level d'ailleurs, les nouvelles zones. Tout est basé sur le pourquoi de la zone. Pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est là. C'est exactement pareil, aussi bien côté Draenei que Elfe de sang. Oui. Et pour la partie on n'aime pas, on va parler un tout petit peu du craft. Bon, c'est un petit peu... ils ont déjà annoncé qu'ils voulaient revoir les méthodes de craft et les recettes de craft et les métiers en général. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, moi je le fais parce que de toute façon j'ai envie de monter mes professions, mais c'est vrai que c'est très répétitif, c'est pénible, il n'y a pas vraiment de choses nouvelles ou intéressantes dans les professions. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. On avait écrit notre fil conducteur du podcast et j'avais mis ça avant de lire
le renouvellement des professions prévues par Blizzard. Mais donc c'est vraiment un point noir qu'il faut améliorer. Et, je suis heureux d'apprendre que ça va arriver, mais ça pourra pas arriver trop tôt. On l'attend avec impatience. Et là, on a une nouvelle section qui est l'histoire bête du mois, parce que c'est vrai que Warcraft est un jeu extrêmement riche, et il n'y a pas qu'une question de level et de pexage et de montée en instance, il y a aussi des trucs complètement idiots qui nous arrivent, et généralement assez drôles. Et moi, j'ai une histoire qui m'est arrivée dans la zone du marécage de Zangar. En fait, il y a une ville qui est très haut placée, qui s'appelle Tereldor pour l'Alliance, et qui est entouré de champignons géants. Et moi j'étais donc tout en haut de la zone et je vois un champignon un petit peu à côté de la plateforme des Griffons qui était un petit peu plus bas, et je me suis dit je vais tenter un truc, je vais essayer de monter à cheval et de sauter aussi loin que possible pour essayer d'atteindre ce champignon, pour descendre en fait sans utiliser l'ascenseur. Et alors là je monte sur mon cheval et je me lance dans un galop infernal, je saute dans le vide, j'arrive sur le haut du champignon géant, je perds 3000 points de vie, il me reste un tout petit peu de points de vie et je suis victorieux. Là je me dis génial, j'ai réussi, c'est magnifique, c'est sublime, je suis un héros. Excellent. Je reviens dans la zone avec mon druide. Et là je reviens dans Tereldor, qui est cette ville au perché, et je me dis je vais essayer d'utiliser la capacité du druide, qui est la capacité de chat, qui est que quand le chat tombe de très haut, il se fait pas aussi mal que quand il est dans une autre forme. Donc je me transforme en chat, je vais essayer de faire la même chose, d'arriver sur ce champignon. Sauf que je prends mon élan, je cours, et là je me rends compte que quand je suis en chat, je vais quand même beaucoup moins vite que quand je suis en cheval épique, et donc je vais beaucoup moins loin. Et donc je rate le champignon de à peu près 18 mètres, et je m'éclate lamentablement sur le sol, moins 7000 points de vie, je mords comme une crêpe, et là je me suis dit qu'il y avait quand même des trucs auxquels il faudrait réfléchir avant de les faire. Bon, si vous avez des histoires bêtes à nous raconter, des trucs du genre, je sais que ça arrive souvent, et si vous voulez nous les faire partager, n'hésitez pas, envoyez-nous des petits mails ou parlez-nous-en sur les forums. On se fera plaisir d'exposer votre ridicule aux oreilles de tous les auditeurs d'Azeroth.fr. 10 races, 9 classes, one way to win. Heroes collide in the fast-paced adrenaline. Choose your weapon, armor, and your allies wisely, cause every corner has the danger lurking behind it. Mount the horse, travel to a far-off land. Creatures, temples, and dungeons await the click of the hand. Combat in the battlegrounds, PvP. Leave your enemies destroyed and it's not for the... On va arriver presque à la fin de notre épisode. Je vais parler rapidement de notre courrier des auditeurs. D'abord Ange Mort, qui voulait faire une spéciale dédicace à Rebecca, qui ne le croyait pas. C'est celui dont on a parlé le mois dernier, et oui, c'était bien lui, Rebecca. C'était lui dont on a parlé. Il est une célébrité mondiale puisqu'on a parlé de lui dans Azeroth.fr. On a aussi 2 personnes qui nous ont écrit, qui se reconnaîtront. Il y a Herman qui m'a écrit pour me parler d'amis à lui, que je salue bien bas, il se reconnaîtra. Et également Pascal, qui est un jeune homme qui jouait beaucoup à Warcraft et qui a un problème aujourd'hui, qui est qu'il est paralysé des 2 mains. Et il essaye de continuer à jouer, donc il s'est remis au jeu après une longue interruption. Et là je voulais lancer un appel à tout le monde, à tous les auditeurs. Si vous pouviez nous donner des conseils, je vais ouvrir un thread sur le forum, un sujet sur le forum, et vous pouvez nous écrire aussi par mail. Si vous avez des conseils sur la classe qui est peut-être la plus facile à jouer, donc en utilisant le moins de touches possible, ou en utilisant des modes, certains modes qui facilitent les choses pour les personnes qui sont handicapées, écrivez-nous, dites-nous, donnez-nous vos conseils, parce que Pascal est en train d'essayer de s'y remettre, et il joue un voleur qu'il arrive plus ou moins à jouer. Et si vous avez des conseils, n'hésitez pas à nous en parler, ça lui servira. Il me semble que Rogue, c'est une des classes qui a le moins... Enfin, pas la plus facile à maîtriser, mais qui a le moins de boutons de compétences, je crois. D'accord, donc c'est peut-être une classe intéressante à utiliser. J'ai connu quelqu'un comme ça sous DAOC, mon ancien MMO, ouais. Et il était paralysé également des deux bras, des 2 mains. Et il jouait au pied avec un trackball. Ah vous ouais, savez, d'accord. les boules, c'est comme une souris à l'envers en fait, où on remue la boule pour déplacer les choses. D'accord. Et il se débrouillait très très bien avec ça.
Un autre petit coucou à la guilde Entité Inconnue de Lénoriel, qui nous a envoyé un petit mail et qui nous a supplié de leur dire bonjour, donc voilà. Ah, il est en appli lui. Bonjour à la guilde. Sur les forums, on a Bassmore, dont on avait déjà parlé, qui avait gagné le Glooby, donc le Murloc, le bébé Murloc, qui avait été rendu disponible par Blizzard exclusivement pour l'Europe. Et il nous a fait un petit sujet sur le forum avec les vacances de Glooby, qui est absolument magnifique, avec des photos de Glooby qui est dans différents endroits du monde, un coup vers à la montagne, un coup à la plage, un coup... C'est super, donc merci Bassmore pour les vacances de Glooby. Dernière petite chose, c'est notre petit update sur iTunes. On a eu des commentaires ce mois-ci, pas mal. Donc je voudrais remercier évidemment les gens qui nous ont laissé des commentaires sur iTunes, c'est très sympa. Et je voudrais en lire juste un qui m'a beaucoup amusé. C'était le commentaire de Corecaps qui nous dit, en commentant Azeroth.fr, le podcast qui pique, première pièce d'armure valable pour toutes les classes et toutes les races d'Azeroth, liée dès la première écoute. Il vous apportera des bonus en inté, esprit, humour, etc. Tout cela pour tous vos persos, y compris le mort-vivant qu'on joue presque tous IRL. Donc j'ai trouvé ce commentaire assez intelligent et assez flatteur, donc voilà, je voulais vous lire ce petit truc. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller nous mettre un petit commentaire sur iTunes, ça sera apprécié. Avec toute ma gratitude. Bon et voilà, c'est sur cette histoire qu'on va conclure notre 6e épisode. Je voudrais évidemment remercier Dany qui est plus là, et Neka et Antoine et Garth d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Et vous avez quelque chose à dire, comme toujours, je laisse le dernier mot à nos invités pour conclure l'émission. Je suis sûr que ça va être quelque chose de très intelligent. C'est juste un jeu, calmez-vous les mecs. Bon, merci beaucoup, bon jeu, amusez-vous bien, et on vous dit rendez-vous le mois prochain pour un épisode encore plus intéressant et encore plus drôle. Parce que c'était pas intéressant. Date de sortie de Prophétie peut-être ? Oula, un gros moment. C'est une grande question. Non, il sortira entre le 15 février 2007 et le 31 décembre 2007. Merci beaucoup, à bientôt, ciao. Au revoir.